Bonsoir, je vous propose ce soir d'écouter trois nouvelles d'un grand auteur français, Alphonse Allais, qui est né en 1854 et qui est décédé en 1905. C'est une figure majeure de l'humour absurde et de la satire sociale en France à la fin du XIXe siècle. Son œuvre a été souvent publiée dans les revues comme Le Chat Noir et elle se caractérise par toujours une critique assez acerbe de la bourgeoisie que l'on pourra voir dans la première nouvelle que je vous raconterai, à savoir Les Bourgeois. Il dénonce avec ironie le conformisme, l'égoïsme, le patriotisme de façade et les mesquineries de la petite bourgeoisie de son époque. Ensuite, un humour noir et absurde est ce qui le caractérise et on l'écoutera dans Une idylle, où l'on verra que la chute est assez savoureuse. Il pousse la logique jusqu'à l'absurde, jouant avec les mots, les situations et les conventions sociales. Enfin, dans la troisième nouvelle, qui s'intitule La valse, le style est court et percutant. On y voit là une chute assez aussi inattendue, mais avec des traits, des caricatures, des jeux de mots, tout qui cache une fine analyse des travers humains. En fait, le style d'Alphonse Allais peut se résumer en 3 points: jeux de mots et calembours, chutes inattendues et surtout ironie omniprésente. Alors, installez-vous bien confortablement et puis, laissez-vous porter par le style d'Alphonse Allais et souriez si vous en avez envie. Bonne écoute. Les bourgeois d'Alphonse Allais. Le bon sculpteur Ferraud est l'homme le plus doux de la terre, causant peu par timidité et disant toujours des choses excellentes. Je ne lui connais qu'une haine, mais une haine implacable, une haine sauvage contre les bourgeois. Au seul mot de bourgeois, sa physionomie fine et placide semble devenir la gueule d'un dogue, et un flot de gros mots sort de sa bouche. Souvent, j'avais essayé de le raisonner. Voyons, mon vieux Ferraud, tu sais bien que c'est une vieille blague, les bourgeois. Il y a des bourgeois plus artistes que les artistes, et des artistes plus bourgeois que les bourgeois. Oui, je sais bien, mais ça ne les empêche pas d'être de rudes salauds. Ferraud, tu es idiot. C'est facile à dire à toi, mais si les bourgeois t'avaient fait ce qu'ils m'ont fait, tu verrais un peu. Mais que t'ont-ils fait de si terrible? Alors Ferraud détournait la conversation. Pourtant un jour, il me dit: je ne veux pas te dire ce qu'ils m'ont fait, parce que, quand j'en parle, je me prends à pleurer comme le jour où ça s'est passé. Des cochons. Je criais de la connaître, cette terrible histoire, mais comme ce souvenir paraissait véritablement pénible à mon pauvre ami, je n'osais trop insister. La semaine dernière, Ferraud et moi, nous nous rencontrons. Un vent de flânerie souffle sur nos têtes et nous déjeunons ensemble. Que faire à Paris l'après-midi? Nous consultons tout un jeu d'affiches. La seule distraction consiste en une exposition de chemins de fer et autres à Vincennes. Pourquoi pas? Et nous voilà partis à Vincennes. Arrivé au bois, Ferraud paya la course au cocher et nous continuâmes à pied. Ferraud me paraissait drôle, bizarre, fureteur. Viens par ici, me disait-il. Non, plutôt par là. À la fin, nous arrivâmes à une manière de petite clairière, tout à fait à la lisière du bois. C'est là, je me rappelle, s'écria Ferraud.
Ah, les vaches! Ah, les salauds! N'ayant pas l'autorité de monsieur Zola, je ne défilerai pas le chapelet des indignations colorées de mon ami Ferraud. Qu'il suffise à mes lecteurs de savoir que les adjectifs, substantifs, verbes, etc. de la terre sont une toute petite pierre auprès du vocabulaire de Ferraud. J'étais ému. Je la sentais venir, la terrible histoire. C'est là, reprit-il, c'est là. J'avais 18 ans. Tu connais mon histoire, n'est-ce pas? Tailleur de pierre en province, je me sentais valoir mieux que ça. Et un soir, un beau soir de paye, je taillai d'un coup de serpe un beau bâton de cornoyer et en route pour Paris. Ah, Paris! Il me semblait qu'arrivé à Paris, je n'aurais qu'à dire voilà, et que ça y serait. C'est loin, Paris, mon pauvre vieux. C'est même plus loin que tu ne crois. Je dépensai mon dernier sou et je ne voyais pas Paris. Un jour de marche encore, et je partis gaiement. Le soir, vers 7 heures, j'arrivai, tiens, là, le ventre creux, la bouche pleine de poussière âpre et fatigué. Mais je voyais Paris. C'était une belle soirée. Des amoureux et des familles se promenaient dans le bois. Les amoureux, ça m'était égal. Quant à 200 lieues dans les jambes, Cupidon est un tout petit serin et pas autre chose. Mais les familles, oh les garces de famille, plein leur panier, elles avaient des charcuteries dont l'odeur me saoulait. Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais il a un sacré nez. Imagine-toi, mon ami, que je distinguais, avec une subtilité infaillible et douloureusement aiguë, les saucissons qui passaient, et les cervelas, et les fromages d'Italie. Je me sentais mourir, et à ce moment-là, je puis bien te le dire, j'aurais tué un homme, oui, tué un homme pour un morceau de viande et un verre de vin. Je crois que j'ai dû m'évanouir un peu pendant quelques instants, car je trouvais installés près de moi, sans que je les eusse vus venir, des gens, 7 ou 8, 2 hommes, 2 femmes et des gosses. Ils étaient rangés autour d'une nappe blanche, bien tirée sur l'herbe, et ils dévoraient un énorme jambonneau. Après le jambonneau, une dinde froide, et puis une salade de légumes, et puis des fruits, et puis le café qu'ils réchauffèrent sur une lampe à alcool. J'aurais eu toute l'Irlande dans l'estomac, que mon estomac n'en eût pas été plus minable. Et ils ratissèrent le jambonneau, et ils sucèrent les os de la dinde, et ils torchèrent le saladier de légumes. Quant aux fruits, ils ne les pelèrent même pas, et il n'y eut pas le café pour tout le monde. Moi, qui comptais sur quelques vagues résidus. Ils se levèrent pour partir. Les femmes remirent dans les paniers la nappe, les serviettes, les assiettes, etc. Une d'elles demanda aux hommes: et les litres, les emporte-t-on? Oh, pas la peine. Il y en avait 5. 5 litres. Ils allaient laisser là 5 litres. Sais-tu ce que c'est, toi, 5 litres vides? C'est 25 sous. Sais-tu ce que c'est, 25 sous pour un homme qui marche depuis 8 jours et qui n'a rien mangé ni bu depuis le matin? 25 sous. Et je me dis que peut-être, au fond, la Providence existait. 25 sous. C'était du saucisson, du pain, une chopine, une tasse de café. Et à moi, Paris. Les bourgeois s'étaient éloignés. Soudain, un des hommes se détacha du groupe, revint au lieu du campement, prit 1 litre, le cogna d'un coup sec, toc, sur un caillou et le fêla. Ainsi d'un second, et ainsi des 5. Quand les 5 litres furent de la sorte bien mis hors de combat,
Il s'éloigna satisfait, criant à ses amis. Au moins, comme ça, ils ne serviront à personne. Et tu me demandes, continua Ferraud, pourquoi je n'aime pas les bourgeois? Idylle. Quelle démarche allais-je faire cet après-midi-là? Peu m'en souviens. Tenez pour certain qu'elle était de la dernière importance. C'était un grand personnage, un bien grand personnage que je devais voir. Mon avenir en dépendait. Je la vis qui passait, traversant l'avenue. J'oubliai le personnage, le bien grand personnage, et mon avenir fut brisé. Pardon, mon pauvre avenir, mais tu fus si souvent brisé que de toutes ces ruptures a dû résulter pour toi la souplesse infrangible et résignée. Pauvre avenir, va toujours, tu n'as pas fini d'être brisé. Elle passait, traversant l'avenue. L'avenue ensoleillée par un essai timide de printemps de mars, un petit printemps gentil qui vous sourit, disparaît, revient avec des airs de dire bonjour, c'est moi, à tout à l'heure, je reviens. Un petit printemps qui vous fait paraître plus morose les derniers jours gris et plus désolante les giboulées. Donc, elle passa, traversant l'avenue, une lettre à la main, une lettre qu'elle portait à la poste. Poste et télégraphe. J'ai vu bien des femmes de chambre. J'en ai aimé davantage. Mais jamais je n'en rencontrerai une plus accorde. Oh, sa tête de bébé ingénu, frisons qui s'envolent, dégageant de leur or clair le jeune ivoire du front. Oh, sa poitrine triomphale, trop forte pour une jeune femme de chambre. Non, pas trop forte, jamais trop forte. Ah, le grand personnage, le bien grand personnage que j'allais voir. Ah, mon avenir. À nous, la petite femme de chambre qui traverse l'avenue dans le clair du soleil avec une lettre à la main. À nous, à nous. Donc je la suivis. Crânement, elle jeta sa lettre dans le trou béant des départements, se pencha pour s'assurer que la missive partirait bien ce soir, et s'en retourna. La maison où elle entra était une belle maison neuve et riche. Je montai, toujours derrière ma camériste, 3 étages. Une plaque de cuivre. Docteur Saint-Tancrède. Consultation de midi à 3 heures. C'était là. Et je fus tout triste quand la porte se fut refermée sur la jolie petite femme de chambre. Bah, me disais-je, je n'y penserai plus dans 5 minutes. Je vous en fiche. Le lendemain, je n'avais qu'elle en tête, et à tout hasard, je me présentai à midi à la consultation du docteur Saint-Tancrède. Un grand diable de larbin m'ouvrit et m'introduisit dans un salon d'attente. Mon idole ne paraissait pas. Comme, pour tuer le temps, je liai conversation avec le larbin. Est-ce que madame Saint-Tancrède a toujours sa grande femme de chambre rousse? Non, monsieur. Celle qu'elle a maintenant, c'est une petite boulotte blonde, une nommée Caroline. Caroline. Elle s'appelait Caroline. C'était toujours ça. Mon tour arriva. Je comparus devant le docteur Saint-Tancrède, qui m'ausculta de fond en comble. Pas grand-chose jusqu'à présent, mais pas se négliger, pas se négliger. Merci, bon docteur. Combien? 1 louis. Caroline, je ne te le reproche pas, mais tu commences par me coûter cher.
Tel un loup autour d'une bergerie, je rôdais dans le quartier. Enfin, sur le coup de 2 heures, elle sortit. Sa toilette modeste, mais de bon goût, indiquait une course probablement assez longuette. Je la dépassai, revins sur mes pas, et de mon ton le plus naturel: «Tiens, Caroline, comment ça va? Et madame Saint-Ancrède, comment va-t-elle? Et vous, où allez-vous comme ça?» Le visage de Caroline refléta la stupéfaction. «Mais ça va bien, merci. Monsieur, madame aussi? Moi, je vais porter les notes de monsieur le docteur.» Et elle me considérait anxieusement, cherchant au fond de sa jolie petite caboche où elle avait bien pu me connaître. Mais je ne lui donnai pas le temps de la réflexion. «Ah! Vous allez porter des notes? Eh bien, je vais avec vous. Je vous paye une voiture, c'est gentil ça, hein? Eh, cocher!» Et avant qu'elle eût pu s'y reconnaître, elle se trouvait installée à mes côtés dans un sapin de la compagnie. Et fouette, couché. 2 heures après, pas plus tard, ça y était. J'avais mon petit rendez-vous pour le soir même, à minuit. Seulement, il fallait faire bien attention, parce que les chambres de bonne dans cette maison-là, c'était très compliqué. Minuit fut long à venir, mais il arriva. Je grimpai les 6 étages, plongé à 7 heures dans l'ombre et le mystère. Voici les mansardes. Zut, je n'ai pas d'allumette. Oh, ce couloir! Une lumière filtre à travers une porte. Ce doit être là. Je frappe imperceptiblement. Toc, toc, toc. Je tâte la clé sur la serrure. On ne répond pas. La pudeur, sans doute. J'entre tout de même. Je ne me suis pas trompé, c'est la pudeur, car la coquine a relevé son bras sur sa figure pour cacher le rouge de la honte. Bonjour, Caroline. Pas de réponse. Ce qu'il y a de mieux à faire dans ces occasions, c'est de les brusquer. Je me déshabille en un tour de main, j'introduis une jambe dans le lit et je la retire avec une indicible horreur. Mon pied s'est heurté à une chair glacée. J'arrache le drap. Brrr, une vieille morte. Je me rhabille et je m'enfuis. Et voilà comment j'ai failli devenir le vampire des Champs-Élysées. La valse. Le col de par-dessus relevé, et mes mains dans les poches, j'allais par les rues brumeuses et froides en cet état d'abrutissement vague qui tend à devenir un état normal chez moi depuis quelque temps. Tout à coup, je fus tiré de ma torpeur par une petite main finement gantée qui s'avançait vers moi et une voix fraîche qui disait: «Comment? Te voilà, grande gouape!» Je levai les yeux. La personne qui m'interpellait aussi familièrement était une grosse, jeune, blonde, petite femme, jolie comme tout, mais que je ne connaissais aucunement. «Je crains bien, madame», répondis-je poliment, «de n'être point la grande gouape que vous croyez.» «Ah, par exemple, c'est trop fort!» Et elle me nomma. «Comment?» continua-t-elle, «tu ne me reconnais pas? Je suis donc bien changée. Voyons, regarde-moi bien. Aussi longtemps que vous voudrez, madame, car cette opération n'a rien de déplaisant pour moi. Tu n'as pas changé, toi. Tu ne te rappelles pas le Luxembourg? Lequel, madame? Le jardin ou le Grand-Duché? Imbécile! J'avais beau la considérer avec la plus vive attention, impossible de trouver un nom ou même de rattacher le moindre souvenir. À la fin,
Elle eut pitié de mon embarras. «Nanette!» dit-elle en éclatant de rire. «Comment? C'est toi, ma pauvre Nanette? Oh, combien engraissée!» «Oui, je suis devenue un peu forte. Je l'avais connue, voilà 7 ou 8 ans. C'était à cette époque une gamine ébouriffée et toute menue. J'aurais pu, semblait-il, la fourrer dans la poche de mon ulster. Apprentie dans je ne sais quel atelier de Montrouge, elle fréquentait plus assidûment le Luxembourg que sa boîte, et je ne me lassais pas d'admirer la longanimité de ses patrons qui acceptaient bénévolement d'aussi longues et fréquentes disparitions. Aiguë avec cela, et maligne, un beau jour, elle avait disparu sans crier gare, et je ne l'avais jamais revue. J'étais émerveillé de la retrouver ainsi changée et surtout considérablement augmentée. Je ne m'en cache pas, j'adore les jeunes femmes un peu fortes, mais je les préfère énormes, et voici la raison. J'ai un faible pour la peau humaine lorsqu'elle est tendue sur le corps d'une jolie femme. Or, j'ai remarqué que les grosses personnes offrent infiniment plus de peau que les maigres. Voilà. Mon amie était dans ce cas, et tandis qu'elle me racontait son histoire et sa métamorphose, je l'enveloppais d'un regard gourmand et convoiteur. Elle en avait à me raconter depuis le temps. D'abord, elle était tombée amoureuse d'un jeune premier au Théâtre national des Gobelins. Premier collage où le confortable était abondamment remplacé par des volées quotidiennes. Un jour, la volée fut bi-quotidienne. Alors Nanette, outrée de ce procédé inqualifiable, lâcha le cabotin et devint la maîtresse d'un jeune sculpteur de Montparnasse. Pas de coup avec cet artiste, mais une purée. Et tout le temps posé, tout le temps. Heureusement qu'il vint une commande, un buste. Un jeune homme riche tenait à posséder ses traits en marbre. Quand les traits furent terminés, le jeune homme riche emporta son buste et Nanette. Entre nous, je crois que le buste n'était qu'une frime imaginée par le jeune homme riche pour se rapprocher de l'objet de son amour. Quoi qu'il en soit, Nanette prit un ascendant considérable sur son nouvel amant, et comme elle le disait un peu modernement, elle le menait par le bi, par le bout, par le bi du bout du nez. Tout de suite, avec lui, elle s'était mise à engraisser, enchantée d'ailleurs. Ça me donne un air sérieux, affirmait-elle. Et ton amant demandai-je. Joli garçon. Superbe. Intelligent. Un vrai daim, mon cher, imagine-toi. Et elle me conta à force anecdotes tendant toutes à démontrer la parfaite stupidité du personnage. Et que fait-il? Rien, je te dis, il est riche. Pourtant, il a une prétention. Composer de la musique. As-tu un livret d'opéra à mettre en musique? Non, pas pour le moment. Ah, une idée. Elle frappa dans ses mains en femme à qui il vient d'arriver une bonne idée. Tu as du talent, fit-elle. Dans quel genre? Écris les paroles d'une opérette, apporte-les lui. Ça ne sera jamais joué, mais tu auras un prétexte pour venir à la maison. Tu verras comme il est bête. Je n'eus garde, vous pensez bien, de manquer une si belle occasion. Je bâclai le lendemain même une ânerie qui ressemblait à une opérette comme l'œil crevé ressemble au syllabus, et j'apportai la chose à mon compositeur. Nanette n'avait pas menti. Il était encore plus bête que ça. Il fut enchanté que j'eusse pensé à lui. Mais qui diable a pu vous parler de moi?
C'est monsieur de Saint-Saëns qui m'a donné votre adresse. Saint-Saëns? Mais je ne le connais pas. Eh bien, lui vous connaît. Nanette, qui se trouvait en peignoir, les cheveux sur le dos, plus jolie que jamais, se tenait les côtes. Je me serais volontiers chargée de cette opération. Joue donc ta valse à monsieur, dit-elle. Il se mit au piano et préluda. Silencieusement, Nanette m'indiqua la pendule. Je regardai l'heure, 10h15. Il jouait sa valse avec une conviction véritablement touchante. C'était une suite d'airs idiots, 1000 fois entendus, mais quel feu dans l'exécution! Le monde extérieur n'existait plus pour lui. Il se penchait, se relevait, se tortillait, la sueur ruisselait sur son front génial. Nanette me regardait de son air le plus cocasse. Crois-tu, hein? En effet, il fallait le voir pour le croire. Je la contemplais goulûment, crée-Dieu, qu'elle était jolie en peignoir. La valse marchait toujours. Nous étions assis à côté l'un de l'autre sur un divan. À quoi penses-tu? Fit-elle brusquement. Ah, je suis en train de calculer la surface approximative de ton joli corps et divisant mentalement cette superficie par celle d'un baiser, je calcule combien de fois je pourrais t'embrasser sans t'embrasser à la même place. Et ça fait combien? C'est effrayant, tu ne le croirais pas. La valse était finie, il était 10h35. L'artiste s'épongeait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Superbe, superbe, superbe. Seulement, ajouta Nanette, monsieur ne la trouve pas assez longue. Monsieur me faisait remarquer avec raison qu'après le grand machin brillant, tu sais, le ploum 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 ploum, pataploum, tu devrais reprendre la mélodie. Tu sais, tralala, tralalalala. C'est votre avis, monsieur? Oh, je crois que ça ferait mieux. Je pris congé. Il était temps. J'allais mourir de rire. Mais je revins le lendemain. Mon compositeur était sorti. Ce fut Nanette qui me reçut en peignoir, les cheveux sur le dos, comme la veille. Le divan était là-bas, large, tentant. Je devins pressant. Nanette se défendait mollement. Non, pas maintenant. Quand il sera là. Oui, ce sera bien plus drôle, pendant sa valse.